Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission préférée Podium Jeunesse. Et si chaque jeune Togolais devenait un architecte d'un Togo plus vert? À la veille de la journée de l'arbre qui est généralement observée chaque 1er juin au Togo, nous ouvrons le débat sur s'engager pour un Togo plus vert. Les défis sont là, mais la force de notre jeunesse aussi. Comment transformer leurs idées en actions concrètes pour reboiser nos terres, protéger notre biodiversité et assurer un avenir durable et prospère pour les générations futures au Togo. Cet après-midi, pour éclairer nos échanges, nous avons le plaisir d'accueillir à ma gauche Messifa Daoussou. Bonsoir Messifa. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je me porte très bien. Vous êtes activiste et ambassadrice de l'environnement Togo 2024. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie madame. À ma droite, nous avons Charles Kolou. Bonsoir Charles. Bonsoir Pélagie. Comment vous allez? Je vais super bien. Vous êtes jeune expert en changement climatique et engagé pour la protection de l'environnement. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Podium Jeunesse. Le plaisir est partagé et encore une fois content de me retrouver sur vos plateaux pour encore parler des questions de climat et environnement. Avec vous, nous allons ouvrir ce débat essentiel pour un Togo durable. Restez avec nous donc. Chaque année, le 1er juin, le Togo célèbre la Journée nationale de l'arbre. Plus qu'une simple tradition, c'est un rendez-vous citoyen fondamental pour la survie de notre environnement et de notre pays. Avant de plonger dans notre débat sur l'engagement de la jeunesse pour un Togo vert, il est important de rappeler pourquoi cette démarche est si importante. Instituée en 1977 par feu général Gnassingbé Eyadema, la Journée nationale de l'arbre vise à sensibiliser l'ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés, à l'importance vitale des arbres. En plantant des milliers, voire des millions de jeunes plants à travers tout le territoire, le Togo cherche à restaurer son couvert végétal qui est malheureusement mis à mal par la déforestation, l'urbanisation et les effets du changement climatique. Les arbres sont de véritables poumons verts. Ils jouent un rôle irremplaçable dans la régulation du climat en absorbant le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre majeur. Ils luttent contre l'érosion des sols, un fléau qui appauvrit nos terres agricoles. Ils préservent la biodiversité, offrant un habitat essentiel à de nombreuses espèces animales et végétales. Enfin, ils contribuent à maintenir la qualité de l'air et de l'eau, éléments indispensables à notre santé et à notre bien-être. La journée de l'arbre est bien donc plus qu'un simple geste symbolique. C'est un acte concret d'engagement environnemental, un investissement direct dans notre avenir. C'est l'occasion pour chaque citoyen, chaque famille, chaque école de poser un acte fort pour un Togo plus vert, plus sain et plus résilient face aux défis climatiques. C'est en plantant un arbre que nous plantons les graines de l'espoir pour les générations futures. Ce dossier nous le rappelle, la Journée nationale de l'arbre, ce n'est pas juste planter des arbres, c'est semer l'avenir. Face aux enjeux environnementaux, une force se lève, celle de la jeunesse. L'émission d'aujourd'hui est dédiée à cet élan vital, s'engager pour un Togo plus vert. Pour ouvrir cette discussion importante, posons la question qui nous concerne tous. Quels sont dans notre quotidien les signes visibles du changement climatique et comment impactent-ils concrètement notre environnement, notre santé ou notre mode de vie? Messifa. Alors merci madame pour la belle question. Le changement climatique est une réalité et ces signes sont bien évidents. Aujourd'hui, on voit que les saisons sont de plus en plus imprévisibles. Quand on prend le cas des pluies qui sont de beaucoup plus en plus violentes et qui provoquent des inondations, des érosions, on peut même parler des dégâts matériels et même voir des dégâts humains. Tandis que les périodes chaudes qui sont souvent longues et intenses. Et selon l'Organisation météorologique mondiale, l'année 2024 est considérée comme l'année la plus chaude jamais enregistrée dans notre époque. Et le mois de janvier 2025 a été le mois le plus chaud de l'histoire. Et il faut également savoir que ces dérèglements-là affectent les cultures, ce qui défavorise également l'agriculture. Et là, on parle de l'insécurité alimentaire. On est également exposé aux maladies hydriques. Ce sont des maladies liées à l'eau et également des maladies qui sont liées à la chaleur. Particulièrement dans ma vie, mon mode de vie s'est vu transformé, influencé, car il va devoir s'adapter chaque jour à la réalité actuelle. Et là, je pense également à des solutions durables et résilientes. Et je mise plus sur la sensibilisation. Merci beaucoup, Charles.
Merci. Aujourd'hui, comme le disait Messifa, les questions de climat et de leurs impacts, on peut plus s'en passer, on vit avec. Et quand je prends particulièrement la chaleur, terre à terre, nous tous à Lomé, difficilement nous supportons la chaleur aujourd'hui. Même avec la climatisation ou la ventilation, c'est assez compliqué de supporter la chaleur qui devient de plus en plus intense, même dans la nuit. Alors, ce qui induit quoi? Ce qui induit un impact du climat sur notre santé quotidienne. Et il y a une étude de Climate Central qui dit même que la hausse de la température a un impact sur les femmes enceintes et les bébés. Et quand on parle de climat, c'est aussi parfois les fortes averses ou les fortes quantités de pluie qu'on recueille sur une petite durée et qui induisent malheureusement parfois l'inondation. Quand on parle d'inondation, ce sont les dégâts matériels, des maisons qui partent. J'ai des tristes souvenirs de l'année dernière où j'ai une amie qui a perdu toute son entreprise parce qu'il y a eu inondation. Donc, bref, le climat impacte notre quotidien, transforme même nos modes de vie et nous sommes interpellés à y agir. Merci Charles et Messifa pour ces pistes de réflexion. Maintenant, si nous nous concentrons spécifiquement sur notre contexte national, selon vous, quel est le défi environnemental le plus urgent auquel le Togo est confronté aujourd'hui et pourquoi? Alors, comme défi principal, moi je parle de la déforestation et la dégradation des sols qui représentent aujourd'hui l'un des défis les plus cruciaux auxquels le Togo fait face. Et surtout avec leurs conséquences sur la biodiversité. Et là, on assiste à la perte des ressources naturelles, leurs conséquences également sur l'agriculture, comme je l'ai évoqué tantôt, l'insécurité alimentaire et même sur le climat. Alors pour y faire face, il est vraiment important. Et il urge d'ailleurs de miser plus sur la sensibilisation, l'éducation environnementale dès le bas âge. Et non seulement ça, il faut également promouvoir des initiatives vertes, encourager les jeunes à innover. Et aussi, en dehors de ça, l'implication des jeunes, des femmes, des leaders locaux s'avère vraiment importante. Et pour pallier, pour faire face à ce défi-là, je crois bien que la solution idéale, c'est une solution inclusive, une solution durable, une solution qui appelle nous tous à agir. Merci beaucoup Charles. Le défi environnemental le plus urgent au Togo et comment y répondre efficacement? Sans commentaire, c'est la déforestation. Parce qu'aujourd'hui, on voit comment notre couvert végétal se dégrade jour après jour, indu ou dû à la coupe anarchique ou excessive des arbres à des fins de bois énergie, de production du charbon de bois et même du bois d'œuvre. Et donc, cela induit par exemple la dégradation des sols et indirectement aussi ça impacte l'agriculture et tout ce qui y va. Et quand on coupe des arbres, c'est qu'on contribue à amplifier le changement climatique dont nous venons de voir les impacts. Alors comment y remédier? Il faut qu'on puisse éduquer, former et informer la jeunesse et toute la population à pouvoir s'y engager. Au-delà de l'éducation qui est très importante, il faut qu'on puisse commencer aussi à planter des arbres individuellement. Et non seulement planter, mais pouvoir évidemment, et très important, je précise, les entretenir et veiller jusqu'à ce que ces arbres puissent grandir et jouer pleinement leur rôle. Donc au-delà de planter des arbres, il faut qu'on tourne les regards vers les énergies vertes et les énergies renouvelables. Promouvoir le solaire et pourquoi pas le gaz butane, même s'il n'est pas clean sur toute la ligne. Alors il faut qu'on trouve des alternatives pour cesser de couper du bois et voir comment aussi on peut utiliser des résidus de la biomasse pour pouvoir produire de l'énergie, soit de l'énergie du biogaz pour pouvoir réduire cet impact sur la coupe des arbres. Et puis il faut aussi aller vers des planifications ou des gestions intégrées des ressources forestières. Si vous me demandez de ne plus utiliser du charbon de bois, qu'est-ce que vous me proposez? Si je ne dois plus dévaster pour faire mon champ, en retour, comment je fais pour que l'espace que j'ai, le mètre carré que j'ai, puisse me donner des récoltes que je puisse utiliser sur toute l'année avec ma famille. Donc il faut aussi voir comment on pratique autrement notre agriculture et c'est ce que nous faisons par exemple à Eco Impact
avec la promotion de l'agroécologie. Merci beaucoup Charles. Messifa, nous allons nous intéresser un tout petit peu à votre parcours. Brièvement, pouvez-vous nous parler de l'initiative qui vous a couronnée ambassadrice de l'environnement en 2024 et surtout, qu'est-ce qui vous a réellement motivé à vous lancer dans cette voie de l'engagement environnemental? Alors merci madame. Il faut dire que le projet citoyen éco-conscient est cette initiative-là qui est à l'origine de ce titre d'ambassadrice de l'environnement. C'est une initiative que j'ai portée pour amplifier et également mobiliser les citoyens togolais à adopter des comportements éco-responsables. Et cela m'a permis également à pouvoir travailler en collaboration avec d'autres jeunes et en combinaison avec des actions sur le terrain, de la sensibilisation, que ce soit en ligne, également des animations numériques, avec l'ambition de réduire l'empreinte écologique et surtout de rendre l'écologie beaucoup plus concrète. Concernant mon engagement environnemental, je vais dire cela est né de la prise de conscience de mon environnement. Assister à des insalubrités grandissantes et surtout à l'érosion qui ravage les côtes de mon pays. Je vais également parler de l'inondation et de la précarité énergétique que je vis. Je me suis dit tout de suite, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça puisse s'améliorer? J'ai compris par la suite que le changement commence par soi. Et là, j'ai décidé, j'ai voulu être la voix des jeunes, la voix des femmes, la voix des oubliés, la voix des sans-voix. Pour moi, être engagée pour cette cause noble qu'est la protection de l'environnement, en fait, c'est un choix de vie, c'est une mission que je porte avec conviction, c'est un appel de cœur que l'environnement sain, c'est un droit fondamental pour tous. Merci beaucoup. Passons maintenant de l'engagement à l'action. Oui. En tant qu'ambassadrice de l'environnement en 2024, quelle action concrète avez-vous menée sur le terrain? Pourriez-vous partager avec nous un exemple de réussite ou un projet qui vous rend particulièrement fière? Merci. Il faut dire qu'étant ambassadrice de l'environnement et surtout pour l'année 2024, j'ai participé à des activités de reboisement. Et non seulement ça, j'ai également initié des sensibilisations. J'ai également animé des panels sur la transition écologique. J'ai participé également à des forums régionaux pour représenter mon pays. Non seulement ça, mon mandat, je l'ai effectué dans 2 pays, principalement le Togo et le Bénin, où j'ai fortement contribué dans ces 2 pays-là parce que je me dis, l'environnement n'a pas de frontières. Et peu importe là où j'agis, c'est le flambeau de mon pays. C'est mon action qui compte. Et il y a ce privilège-là qui m'a été donné d'être marraine du programme Eco-Leaders Academy. C'est un programme qui forme des jeunes leaders engagés pour la cause climatique. Parlant d'initiatives ou de réussites qui me rend fière, je suis très fière aujourd'hui de le dire haut et fort que j'ai contribué à former des jeunes leaders engagés, une relève écologique. Et parler de relève écologique, c'est tout d'abord grâce au programme de Eco-Leaders Academy, au Climate Women Action et du programme Eco-Digit Action qui a permis à beaucoup de jeunes de lancer leur propre initiative. Et non seulement ça, je vais dire moi-même mon implication surtout dans les négociations climatiques m'a permis de me dire ma lutte n'a pas été inutile, ma lutte a été quand même productive et précieuse pour mon pays et moi-même. Quand on vous voit parler de l'environnement, de votre engagement dans la lutte pour la protection de l'environnement, on sent un dynamisme, une passion. D'où vient cette passion? Je vais dire cette passion vient du fait que l'objectif principal, c'est d'assurer un pays durable, un pays vert, un pays résilient pour ma communauté et moi-même pour mes futurs enfants plus tard. Parce que j'avais dit tantôt que j'ai vécu dans un environnement à insalubrité grandissante où je vivais également dans des inondations. J'ai vu les réalités palpables, j'ai vu les communautés vulnérables. Vous les avez vécues? Oui, j'ai vécu. Je me suis dit, pourquoi ne pas être cette change maker là pour ma société? Pourquoi ne pas faire quelque chose s'il le faut? Alors j'ai décidé de me lancer et d'inspirer d'autres jeunes également à emboîter le pas. Donc finalement, c'est comme une mission que vous avez? Oui, c'est un choix de vie, c'est un appel de cœur, c'est une mission. Merci beaucoup. Charles, pour aller plus loin, comment les initiatives citoyennes, à l'image du concours qui a couronné Messifa, ambassadrice de l'environnement en 2024, peuvent-elles mieux collaborer avec les experts et les institutions pour maximiser leur impact pour construire un Togo plus vert? Pour construire un Togo plus vert, oui, je pense que c'est
idéalement ce qu'il faut. Il faut que tous les acteurs puissent se mettre ensemble. Et j'ai envie de dire bravo à Messifa pour ce qu'elle a fait et l'impact qu'elle a eu durant son mandat. Donc, il faut qu'il y ait des cadres où des jeunes qui sont à la porte, voire d'autres jeunes, puissent être écoutés. Et puis puissent aussi être accompagnés par des experts qui ont une plus grande connaissance de manière pratique et théorique des enjeux liés à la préservation de l'environnement et aussi à l'action climatique. Donc, il faut qu'ils arrivent à collaborer et les institutions sont là derrière pour donner le cadre. Les institutions, qu'elles soient étatiques ou non, doivent créer un cadre qui puisse permettre aux jeunes de s'exprimer, de passer à l'action. Et aussi, les institutions ont l'obligation de financer ou de supporter techniquement et financièrement les jeunes parce que l'action climatique a un coût, l'action environnementale a un prix. Donc, il est important et on ne peut même pas s'en passer qu'il puisse avoir une interaction entre la jeunesse qui constitue aujourd'hui une force et les experts qui ont la connaissance et les institutions qui ont, je peux dire, les moyens et la capacité de donner la voix aux jeunes, de s'éclater ou bien de s'affirmer et surtout d'être les leads pour faire face au changement climatique et aussi à répondre à la crise environnementale dont nous faisons face aujourd'hui. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une jeune activiste qui a choisi de s'engager pour un Togo plus vert. Elle est au début de son activisme. Dans cette interview, découvrons son parcours et ce qui la motive. Quand et comment avez-vous réalisé que vous vouliez vous engager personnellement pour la protection de l'environnement au Togo? Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? Mon engagement est parti de ce que je voyais et dans les rues. Je pouvais voir des déchets un peu partout, des rues polluées et des rues aussi inondées. On nous enseignait les bonnes pratiques au fait pour protéger l'environnement, mais on se demandait qui le faisait en réalité. Et on ne se rend pas compte qu'on vient pour apprendre, mais on ne posait pas réellement des actes concrets pour la protection de l'environnement. Étant donné que j'avais des aînés dans le domaine, je me suis dit qu'il fallait que je m'ajoute parce que si nous tous, on se levait pour poser des actes concrets, il y aurait moins de pollution dans la nature. On aurait à protéger l'environnement d'une manière ou d'une autre et pas à part. Depuis que vous avez commencé votre activisme, quelle est la première action concrète que vous avez menée, même si elle vous paraît modeste, et qu'est-ce que cela vous a appris? Alors, la première activité que j'ai eu à mener était de sensibiliser des écoliers sur les bonnes pratiques de l'hygiène et du respect de l'environnement. On avait parcouru 12 écoles où on passait de classe en classe pour donner des conseils à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs sur les bonnes pratiques, sur la manière dont on doit se comporter déjà pour respecter l'environnement parce que le fait de jeter les déchets, par exemple, était un manque de respect pour l'environnement. Et au début, on s'est dit ça ne servira à rien. Mais on a compris que la prise de conscience doit commencer par le bas âge. Et si on arrivait à inculquer à nos jeunes frères et jeunes sœurs dès le bas âge le fait que nous devons avoir l'habitude de poser des actes vraiment respectueux de l'environnement, cela aidera à protéger l'environnement. Quels sont vos rêves ou vos objectifs les plus immédiats pour votre engagement? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir dans les mois ou l'année à venir pour un Togo plus vert? Pour un Togo plus vert, déjà, j'aimerais concrétiser notre projet Eco à Togo, un projet qui consiste en la transformation des déchets plastiques en objets d'art et d'aménagement. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, un projet qu'on veut mettre en place pour réduire la pollution de l'environnement. Après avoir entendu cette jeune voix pleine d'espoir, parlons justement de la jeunesse, force vive de notre pays. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les freins à l'engagement des jeunes pour un Togo plus vert et surtout, comment pouvons-nous collectivement les surmonter pour mobiliser cette énergie importante que représente la jeunesse Messifa? Alors, je crois bien il y a beaucoup d'obstacles que les jeunes rencontrent aujourd'hui en matière d'engagement pour la durabilité environnementale. Il faut dire que nous assistons souvent à un manque d'opportunités. Aujourd'hui, il manque assez d'opportunités en termes de programmes pour pouvoir lancer les jeunes dans des projets environnementaux. On peut également parler du manque de financement. Il y a beaucoup qui ont des idées, mais il manque du financement pour pouvoir les concrétiser. On peut également parler du manque de formation adaptée, parce qu'aujourd'hui, un jeune qui décide de se lancer dans l'entrepreneuriat vert, tel que peut-être l'agroécologie,
la production du biogaz a besoin d'une formation au départ, des compétences techniques. Et ces formations, ces compétences-là existent. Des fois, le coût est tellement élevé. Donc, s'il y a quand même cette possibilité-là de rendre cela accessible à ces jeunes qui sont déterminés à contribuer à l'emploi, non seulement et également à un environnement sain, je crois bien qu'il faut leur ouvrir ces portes. J'ai oublié de mentionner le découragement, souvent face à l'inaction des autorités, même des décideurs. Les jeunes ont besoin d'être encouragés, d'être soutenus, d'être valorisés, d'être motivés, d'être formés. Et cela manque, c'est ça qui freine même leur élan. Alors, pour pouvoir remédier à ces fonds, bien faire face, je crois bien qu'il faut tout d'abord renforcer l'éducation environnementale, surtout dans les cursus scolaires, dès le primaire. Il faut également soutenir les projets verts, financer les projets des jeunes et également leur créer, je vais dire, des incubations vertes pour pouvoir les accompagner. Il faut également créer ces espaces d'échange, ces espaces d'expression, d'initiatives tels que les hackathons qui se font pratiquement dans certains pays, des programmes écolos où les jeunes ont besoin de s'affirmer, de se libérer de leur potentiel. Je crois bien cela nous permettra quand même à faire face à ces défis que rencontrent les jeunes. Merci Charles. Oui, obstacle, moi j'en trouve principalement une. L'obstacle, c'est plutôt l'engagement. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes hésitent à s'engager. Et si je parle d'engagement, je parle automatiquement, je veux faire allusion à l'accès à l'information ou à la formation. Okay. Parce que pour que les jeunes puissent s'engager, il faut que les jeunes aient accès à l'information. Donc, tant qu'ils n'ont pas accès à l'information, ils ne peuvent pas s'engager. Donc, les deux sont liés. Donc, pour moi, c'est le principal obstacle qu'il faut vraiment relever ou remonter. Parce que des opportunités, contrairement, moi, je trouve qu'il y en a. Et qu'il y en a assez. Parce que moi, je dis toujours qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, nous ne devons plus rester là à regarder ces défis et ces challenges que nous impose le climat et l'environnement. Mais on doit plutôt voir ces problèmes en solution. Il y a un problème d'accès à l'énergie. Qu'est-ce que je propose en tant que jeune? Il y a la question de déchets. Qu'est-ce que je fais pour résoudre ce problème? Il y a la question d'inondation. Qu'est-ce que je fais en tant que jeune pour pouvoir résoudre ce problème? Quand on commence par se questionner comme ça, on est au début de ce qu'on appelle le problème solving. On commence par résoudre le problème en le questionnant. Et alors là, on peut se lever, réfléchir, mettre dans la main, se mettre 2-3 jeunes pour pouvoir trouver des solutions à tous ces défis. Des opportunités, on peut dire qu'il n'y a pas au niveau national, mais je pense au niveau régional et à l'international, il faut qu'aujourd'hui, nous les jeunes, on aille vers l'information et pour pouvoir saisir ces opportunités. Mais si pas peut-être aujourd'hui faire son master sur des aspects spécifiques, notamment la gestion intégrée des ressources en eau par exemple. Mais ce master derrière a un soutien d'une institution internationale. C'est mon cas par exemple par rapport à mes études de master. Ce qui veut dire que si on se lève et qu'on veut vraiment apporter des solutions ou qu'on veut voir clair ce qu'il y a lieu de faire, je pense qu'il y a des opportunités qui vont venir à nous. Cela n'occulte pas qu'au niveau national, qu'on puisse accompagner au mieux les jeunes. Moi, j'étais dans une activité à l'occasion de la Journée internationale de la préservation de la biodiversité pour une association qui est très engagée depuis des années et je suis surpris que c'est le jour-là que le ministère de l'Environnement, ou du moins celui qui est envoyé sur le panel, découvre cette association. Alors que c'est une association bien connue, AGEC. Donc, c'est qu'il y a aussi cette ouverture que les jeunes doivent faire pour aller vers ceux qui ont la capacité de décider. Donc, aller à l'information est une urgence. Parce que l'information, c'est le pouvoir. L'information, en fait, l'expert, c'est celui qui a l'information avant. Justement. Et alors, moi, j'encourage aujourd'hui les jeunes à pouvoir vraiment saisir ces opportunités. Parce que les emplois verts, c'est aujourd'hui vers où on y va.
Quand on parle de la finance climat, est-ce que tu as de l'expertise pour pouvoir mobiliser des financements? Quand on parle des solutions durables, est-ce que je peux proposer des solutions durables? Sinon, moi, je pense que des opportunités, il en existe. Mais s'il va pour finir cette séquence avec vous, avec le recul de vos actions menées en 2024, comment percevez-vous aujourd'hui l'impact de votre rôle d'ambassadrice de l'environnement sur votre communauté ou sur le Togo en général? Il faut dire que l'impact se reflète surtout dans les jeunes formés et qui, à leur tour, sont très engagés pour la même cause, la protection de l'environnement, l'action climatique. Et également, l'impact se révèle, je vais dire, dans les arbres plantés, dans les consciences éveillées. Aujourd'hui, beaucoup me disent, on a été inspiré à agir grâce à toi, à croire en notre potentiel, à croire en nos rêves, surtout de mener quelque chose, de faire un pas dans l'environnement. On ne savait pas que ça allait contribuer. Je le dis, quand on passe localement, c'est que l'action globale y est. Et moi, je dis, grâce à mon activisme, à mon engagement, cela a permis d'ouvrir beaucoup de voies et cela démontre également que chaque personne, chaque citoyen est un acteur du changement. Passons maintenant à nos centres urbains. Charles, comment les villes peuvent-elles innover pour maximiser les bienfaits des arbres urbains et assurer leur résilience face aux défis climatiques? Je pense que pour répondre à ce défi, premièrement, c'est que les villes doivent être planifiées. Autrement dit, on doit revoir ou reconstruire nos villes. Parce qu'il faut dès l'aménagement ou avant qu'on donne le go à la ville de s'étendre. Je m'explique. Avant qu'on autorise les gens de s'installer dans une zone urbaine, par exemple, il faut qu'en avance, que nous ayons en tête qu'on doit réserver ne serait-ce 5 mètres carrés pour un espace vert ou pour planter des arbres. Ce qui veut dire qu'on doit anticiper sur l'action au niveau gouvernemental ou au niveau communal en disant quand tu t'installes, tu dois planter 2 ou 3 arbres et il faut que tu réserves cet espace. Donc pour moi, j'ai envie de dire qu'on doit reconstruire carrément nos quartiers, nos villes, nos quartiers, afin qu'elles puissent d'elles-mêmes être résilientes au changement climatique. Aussi, il faut qu'on puisse revoir l'aménagement de nos villes. En termes d'aménagement, quand on veut faire la voie, il faut qu'on puisse s'en tenir, au moins si on coupe 1000 arbres, qu'on puisse en replanter 2000. Et moi, j'ai en tête une initiative à laquelle j'ai réfléchi avec des amis et qu'on aura lancé bientôt, c'est de pouvoir sensibiliser les citadins, par exemple, à pouvoir chacun mettre en terre ne serait-ce qu'un seul arbre par an et qui puisse l'entretenir. Et on verra que Lomé va redevenir, par exemple, verte, Balimé va se reverdir davantage et les îlots de chaleur vont réduire. Et puis, il y a cet aspect aussi d'infrastructure. Il faut que nos infrastructures soient prédisposées, par exemple, à accueillir une grande capacité de pluie. Je fais allusion au système de canalisation, au système des réserves d'eau. Des réserves d'eau, non, moi je ne suis pas trop d'accord sur cette technique parce que moi je vois beaucoup plus la capacité du Togo, par exemple, ou les villes côtières à pouvoir créer des systèmes de canalisation qui puissent nous permettre d'utiliser ces espaces de ces réserves même pour créer des espaces verts, par exemple. Donc on peut questionner les ingénieurs pour voir comment on les réaménage davantage. Pour en voir la faisabilité. Pour en voir la faisabilité. Il y a la question de déchets aussi à gérer. Quand on parle au-delà de tout, il faut que les villes aient la capacité de pouvoir recycler au maximum les déchets. Les enfouir, c'est une solution d'urgence qui n'est point durable et qui est même budgétivore pour nos communes et pour nos pays. Donc il faut penser à éduquer in fine les citadins parce que ce sont les citadins qui font la ville. Qui produisent plus de déchets. Et c'est eux qui peuvent penser ou avoir à l'idée d'adopter d'autres formes de construction qui ne occupent pas trop d'espace, mais qui permettent quand même qu'on puisse avoir des arbres, qu'on puisse avoir des espaces verts. Et là, les communes doivent penser à pouvoir créer des espaces verts afin que les populations ou le climat puissent se réguler de lui-même.
On ne peut pas parler de la gestion de déchets sans parler du mode de consommation, M. Sifa. Oui, madame. Aujourd'hui, on parle de réutiliser. Et moi, j'aimerais commencer par refuser, réutiliser. Il faut également penser au recyclage et tout ça. Parce que aujourd'hui, on a tendance à accuser la population d'émettre ou bien de produire assez de déchets. Mais l'origine, c'est où? Il faut qu'on se pose cette question soi-même. Qui leur donne l'opportunité? Quand on prend le cas des sachets plastiques, les sachets plastiques sont pratiquement gratuits sur le marché. Quand je me rends au marché aujourd'hui pour pouvoir faire mes emplettes et tout ça, il suffit juste de payer un piment vert à 50 francs. Automatiquement, on me donne. Je me rends pour payer le poisson également, on me le donne. Mais je me dis finalement, je n'ai pas payé de sachets, mais je me retrouve à la maison avec 5 sachets. Tout ça, je me dis, de par le passé, nos parents allaient au marché, partaient même payer la bouillie pour les enfants, avec les gobelets, avec des sacs. Pourquoi ne pas adopter ce mode de vie nouveau? Pourquoi ne pas tourner nos regards sur la durabilité? On a l'impression que c'est plus rapide, c'est plus pratique, ça fait gagner du temps. Ah oui, ça fait gagner du temps, mais on en subit les conséquences. Les conséquences telles que les caniveaux qui sont bouchés, quand il pleut, qui en subit les conséquences? C'est nous les populations, c'est nous les citoyens. Quand ces déchets se retrouvent dans nos villes, dans nos chambres, et même, figurez-vous que ce que nous mangeons, il y a des microplastiques là-dedans. Et il n'y a pas que le plastique, il y a même les déchets liquides. Il y a des gens qui déversent leurs déchets liquides dans la nature et même dans les caniveaux. Il y a certaines maisons qui n'ont même pas de système d'assainissement et qui ont rattaché leurs toilettes directement au caniveau. Tout ça, on est exposé à des maladies hydriques, des diarrhées, des choléra et tout ça. Donc, la question de gestion des déchets est une question cruciale à laquelle on doit revenir, revoir. Et je crois bien, pour pouvoir la résoudre réellement, il faut inclure la population. Leur demander qu'est-ce que vous voulez comme alternative à ces plastiques, à ces modes de gestion. Aujourd'hui, nous parlons de durabilité et il faut savoir que nos villes ont le devoir d'intégrer les arbres dans la planification verte. Il ne s'agit plus de planter pour planter, mais de planter de façon intelligente. Il faut repérer les arbres qui sont adaptés au climat de nos localités. Comme l'a dit M. Charles, on doit également penser à un aménagement écologique de nos corridors. Quand je parle de corridors, je fais mention aux espaces verts, je fais mention également aux parcs. Il faut également végétaliser nos bâtiments et même nos infrastructures. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, végétaliser les bâtiments? Aujourd'hui, il existe des bâtiments écologiques. Okay. Et on arrive quand même dans ces bâtiments-là à respirer de l'air pur, à avoir le vent sans vraiment consommer de l'énergie comme il le faut. Quand je parle de végétaliser les infrastructures, par exemple nos voies, on peut essayer quand même de planter des arbres qui vont essayer de donner de l'ombre. Non seulement ça, il faut inclure la population dès la plantation et surtout dans le suivi. Aujourd'hui, le numérique a tellement développé qu'on peut utiliser même les outils numériques pour cartographier les zones et faire le suivi des plantes en temps réel. Parce qu'aujourd'hui, on plante, mais c'est devenu comme un acte symbolique et puis on oublie. Les plantes ont besoin d'être entretenues, d'être nourries. Et cela demande du suivi vraiment concret. Et pour peut-être, on va dire, ça demande du temps. Le numérique nous facilite la tâche, surtout avec des capteurs, avec la cartographie, les QGIS et tout ça. Donc, je crois bien, en utilisant ces genres d'innovation-là, je vais rebondir sur ce que M. Charles a dit. Nous aurons quand même à réduire nos îlots de chaleur. Nous aurons également à respirer de l'air pur. Et non seulement cela, nous aurons des villes plus jolies, plus embellissantes et tout ça. À présent, concentrons-nous sur l'avenir et l'engagement des jeunes. Comment les initiatives de reboisement qui leur sont dédiées peuvent-elles maximiser un engagement durable et véritablement renforcer leur conscience environnementale, Charles? Il faut qu'ils soient impliqués. Ils peuvent s'engager réellement et veiller à ce que ces plantes puissent rester grandir et jouer pleinement leur rôle dans la régulation du climat, être un plus pour l'environnement que si ces plantes grandissent. Donc, il faut que les jeunes, dès le départ, puissent être impliqués, puissent être éduqués de manière fun, j'ai envie de dire, avec des outils pédagogiques, pas seulement théoriques, mais qui les amusent. Par exemple, dans l'entretien de l'arbre,
qu'ils ne sentent pas un travail ou un fardeau, une pression, mais c'est comme si c'était normal pour lui d'entretenir un arbre, par exemple. Et ceci dit, on peut par exemple créer des petites compétitions, peut-être mettre en compétition 2 écoles. Cette année, vous avez planté combien d'arbres, par exemple, et combien ont réussi. L'école qui aurait mieux entretenu ces arbres va avoir un trophée symbolique ou quelque chose pour les encourager. Donc, ces genres de petites initiatives peuvent encourager les jeunes à pouvoir aussi faire sien de ces initiatives. Et l'autre aspect dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est qu'on peut leur ouvrir l'idée que si tu te spécialises dans la mise en terre et dans l'entretien des plants, tu peux gagner ta vie, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, l'argent motive. Donc, si on leur ouvre les yeux vers les initiatives de pépiniéristes, d'entretien, de paysagistes, par exemple, ces jeunes peuvent facilement s'engager et être même les avant-gardes de toutes les initiatives de mise en terre des plants. Et donc, c'est très important qu'on puisse trouver une solution à ce que ce soit les jeunes qui s'engagent davantage. On aurait à gagner in fine. Merci beaucoup. Pour maximiser surtout l'engagement des jeunes dans la durabilité environnementale, il est important, comme l'a dit M. Charles, d'impliquer les jeunes dès la conception du projet. Il faut demander leur avis. Il faut quand même tenir compte de leur présence dans la planification du projet. Et non seulement ça, il faut également doter ces jeunes-là des compétences techniques qu'il faut, surtout dans le domaine des écosystèmes forestiers. Pourquoi vous engagez? Pourquoi l'engagement est un droit civique et à la fois un devoir citoyen? Et non seulement ça, aujourd'hui, parler d'engagement, il faut qu'on donne l'opportunité aux jeunes d'avoir des responsabilités concrètes. Non seulement ça, il faut faire le suivi post-plantation. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on plante, d'autres plantent même pour les caméras. Et quand on plante, c'est fini, on se demande, bon, la suite là, on ne sait même plus ce que ça devient. Ça s'arrête le jour de l'activité. Juste pour faire des photos, et c'est déplorable. Ce n'est pas pour l'image, c'est pour une cause noble. Et là, il faut inclure ces jeunes-là, surtout dans le suivi, pour comprendre vraiment l'impact de leur action sur le terrain. Et pour parler également de l'engagement des jeunes, je crois bien, en dehors du renforcement de l'éducation dès le plus bas âge, parce que d'autres ne savent pas pourquoi il faut planter. Et même, j'avais eu à discuter avec certains jeunes qui m'ont dit, ah, nous on est nés, on a vu des arbres, de toutes les façons, on partira, il y aura encore des arbres. Tout en oubliant qu'on a toujours coupé des arbres, juste pour nos besoins vitaux et tout ça, et qu'il faut compenser. Et moi, je dis, quand tu coupes un, il faut forcément replanter au moins 10. Même si tu n'as pas coupé, tu as joui quand même des fruits de cette coupe-là. Et c'est en ce moment que je peux dire que le reboisement peut devenir un acte éducatif, un acte de citoyen et puis un acte transformateur. Merci beaucoup. Pour terminer sur une note concrète et inspirante de notre discussion, si vous deviez choisir une seule action prioritaire, Charles, que chaque jeune Togolais pourrait faire dès aujourd'hui pour contribuer à un Togo plus vert, quelle serait-elle? C'est que chaque jeune doit devenir un ambassadeur de l'engagement à l'action climatique ou à l'action de préservation de l'environnement. Si chaque jeune décide de s'engager, on aurait à gagner et on aurait relevé tous les défis. Parce que c'est dans l'engagement que les jeunes vont commencer par planter des arbres, les entretenir. C'est dans l'engagement que les jeunes vont commencer à être les gardiens ou les conservateurs de tout ce que nous avons comme ressources forestières ou tout ce que nous avons comme écosystème qui contribue à maintenir un équilibre dans le climat ou un équilibre dans le fonctionnement de toutes les entités de l'environnement. Et aussi, c'est dans cet engagement que les jeunes peuvent trouver des solutions aux défis que nous avons. Et ils ont d'ailleurs à y gagner parce que c'est dans l'engagement qu'ils trouveront leur emploi, c'est dans l'engagement qu'ils vont avoir leur source de revenus et c'est dans l'engagement qu'ils pourront se faire connaître, se faire entendre et se prendre au sérieux quand ils deviennent des acteurs clés qui apportent des solutions à ces défis climatiques. Tout le monde les croira, tout le monde leur fera confiance et ils vont se retrouver avec une force d'engagement et avec une éclatante réussite. Donc moi, la seule action, c'est l'action de l'engagement à l'action climatique
et à l'action de préservation de l'environnement. C'est à cet engagement que j'appelle toute la jeunesse togolaise et tous les jeunes du monde entier à parvenir. Merci. Merci. Messifa. Alors, pour un Togo plus vert, il faut que chaque citoyen, et principalement les jeunes, adopte une éco-conscience active et faire de cette éco-conscience-là une vision commune. Pourquoi? Parce que si je parle d'éco-conscience active, je fais référence tout d'abord aux sachets plastiques. Le refus des sachets plastiques, surtout à usage unique et non dégradable. Il faut que chaque citoyen, que ce soit du plus petit au plus grand, même nos vieux peuvent encore poser des actions. En faisant quoi? En participant à des actions communautaires et même en plantant des arbres et en faisant le suivi. Non seulement ça, les jeunes peuvent quand même innover dans le domaine du vert. Quand je parle du vert, je parle de l'environnement. Et chaque action, peu importe le pas que nous faisons, contribue véritablement à construire notre pays. Et il faut savoir que pour un Togo plus vert, il faut des citoyens plus conscients. Et j'appelle à l'action à toute la jeunesse, à toute la population togolaise, à se donner pour cette cause-là. Parce que nous ne militons pas seulement pour nous-mêmes, mais nous militons également pour la génération à venir. Messifa Charles, je vous remercie pour ces échanges enrichissants qui nous donnent, on l'espère, à tous l'envie d'agir. Nous retiendrons des propos de nos invités l'importance de l'action individuelle et collective pour un Togo plus vert. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que Messifa Daoussou est activiste et ambassadrice de l'environnement Togo 2024. Charles Kolou est jeune expert en changement climatique et engagé pour la protection de l'environnement. Et oui, c'est déjà la fin de notre émission. Nous l'avons compris aujourd'hui. S'engager pour un Togo plus vert n'est pas seulement un slogan, c'est une action, un geste quotidien, une responsabilité que nous partageons tous et particulièrement la jeunesse. Chaque arbre planté, comme l'a dit Messifa, chaque déchet recyclé, chaque geste de sensibilisation compte. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre environnement et à bientôt pour un nouveau numéro de Podium Jeunesse.